Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mars 2017. Le titre du jour est le S&P 500 plie. La question est, va-t-il rompre ou pas sa zone de support, la zone clé des 2350 points. Là, on attaque les plus bas des dernières séances, les 2360 points, support intraday. Dessous, on a les 2350 points, gros support journalier. Sous ce support, nous aurions, pour la première fois en 4 mois, depuis l'élection de Donald Trump, un éventuel signal baissier qui ferait que la tendance nous passerait de haussière à neutre. On ne parle donc pas de retournement de long terme, de krach boursier, de chute forte. On parle tout simplement de la mise en place potentiellement d'une consolidation, voire d'une correction pour retracer un peu du terrain, les indices américains ayant gagné 10 à 15% depuis l'élection de Donald Trump en quasi ligne droite. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, j'ai été dubitatif depuis une semaine. Depuis une semaine, je vous dis attention. Le CAC et le DAX ont tenté de dépasser leur plus haut récent, mais les indices américains ne sont pas si forts que cela. Le S&P 500 était encore hier à 1% de ses plus hauts, alors que le CAC était pratiquement sur de nouveaux records annuels. Et les indices américains nous laissaient entendre que le punch des acheteurs avait un petit peu diminué. Donc voilà, depuis plusieurs séances, je suis dubitatif, mais factuel. Je me dois d'être aussi à moyen terme, aussi en journalier tant qu'on est au-dessus des supports. Ce n'est pas parce que cela reste haussier factuellement que je ne suis pas plus prudent. Autant ces dernières semaines, on avait de beaux signaux, des belles prises d'appui sur support, des redémarrages haussiers. Autant là, eh bien, les vendeurs semblerait-ils sont de retour. Donc attention. De la volatilité sur les indices, le VIX qui remonte, l'or qui profite de l'aversion au risque à court terme, les indices américains qui mettent en danger des supports et bien évidemment les indices européens qui échouent sous résistance. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous allons voir les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 recule de 0,6%, il attaque son support des 2360 points, c'est son support des dernières séances, mais le gros support en dessous est à 2350 points. C'est la raison du titre de ce jour. Pour l'instant, les indices américains plient, ils ne rompent pas encore, mais ça deviendrait de moins en moins étonnant que ce soit le cas. Les relances haussières n'ont pas fonctionné, les supports sont attaqués, donc il y a un risque de consolidation, comme je viens de vous l'expliquer en introduction de cette émission. Le France 40 échoue sous les 5000 points, il perd 0,9% à 4963 points. Donc là, comme je vous l'ai dit ce matin, on n'a pas la force, on échoue sous les 5000 points, les opérateurs prennent des bénéfices. On a, comme je vous le disais encore ce matin, des rendez-vous d'importance. Demain, après-demain, vendredi, on a rendez-vous avec la Fed, puis avec les élections en Hollande, puis le rendez-vous entre Angela Merkel et Donald Trump. En parallèle de ça, il y a le Brexit qui avance. En parallèle de ça, il y a les tensions entre la Turquie et la Hollande. Donc ça fait pas mal de raisons pour les investisseurs d'être un peu plus prudents, voire de prendre des bénéfices, de matérialiser des gains. Les indices sont d'autant plus sous pression que le pétrole continue sa chute à 47,4$ en baisse de 1,9%. Je l'ai dit sur Twitter, les gros supports sont à 45, 43 et 40. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Je vois beaucoup de gens chercher le point bas, anticiper des rebonds, etc. Je vous avouerai que je ne comprends pas. On a été haussier pendant un an, très fortement. On a fait un double top sous 55$. On est dans une tendance baissière de court terme et en l'absence d'une figure de retournement,
eh bien, ça reste baissier. Et je ne vois pas pourquoi ça remonterait, d'autant plus que fondamentalement parlant, eh bien, il n'y a pas de facteur positif. C'est une guerre de production de parts de marché entre les pays du Golfe et le shale oil aux États-Unis, les gaz et les pétroles de schiste. Les pays producteurs rentrent un peu dans leur guéguerre à ce que j'en ai vu ces dernières séances sur Bloomberg. La production américaine remonte, les exports américains augmentent, donc les stocks sont en hausse, donc il n'y a pas de raison que le pétrole rebondisse à très court terme. L'or profite de l'aversion au risque pour rebondir sur les 1200 $. On était à 1208 $ quand je l'ai regardé tout à l'heure. L'euro tient parfaitement le support à 1,0620 pivot clé dont j'ai parlé ce matin. Les cours du riz sont résilients à 9,57 cents. C'est le cours actuel. On est au-dessus de la résistance identifiée à 9,47. Et donc pour l'instant, les acheteurs ont la main et on pourrait peut-être continuer de grimper. Ensuite, la fève de cacao gagne 1,7%. Pour la troisième séance d'affilée, c'est la plus forte hausse des matières premières agricoles. On fait face à une résistance clé à 2032 $. On est actuellement dessus. Si on la casse, on valide le triple bottom et un potentiel haussier substantiel supplémentaire. Donc on verra comment les cours réagissent sur ce seuil. Enfin, les bancaires françaises, en plus de l'énergie, pèsent à l'image de BNP Paribas en baisse de 2,3% à 59,7 €. D'ailleurs, dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, RWE gagne 6% car la société pourrait céder une de ses activités. Ensuite, dans les baisses, on retrouve de la française, de l'énergie avec Total et des bancaires. Donc vous voyez bien que les deux secteurs qui ont fait la hausse ces derniers mois, c'est-à-dire les bancaires et l'énergie, pâtissent actuellement de prise de bénéfices. Les bancaires sont sous leur plus haut annuel, sous des résistances de taille. Quant aux valeurs énergétiques, elles sont tirées par le bas par le pétrole. Donc attention, on a un peu des marchés qui sont parfois sur on, parfois sur off. On a été sur on pendant longtemps grâce aux bancaires et à l'énergie. Si les bancaires et l'énergie partent à la baisse, eh bien les indices baissent. Et c'est le cas actuellement. Ensuite, côté statistique, l'indice allemand de confiance du sentiment économique, le ZOO, est ressorti en dessous des attentes ce matin à 12,8 contre un consensus à 13,2. La production industrielle en zone euro est ressortie en hausse de 0,9 alors que le consensus attendait 1,2. Donc deux mauvais chiffres ce matin en Europe qui corroborent aussi la baisse. Et puis aux États-Unis, on a eu l'indice des prêts à production qui est ressorti supérieur aux attentes en hausse de 0,3% contre un consensus à 0,1%. Le chiffre du jour, c'est 550 000, c'est le nombre d'hectolitres expédiés vers la Chine par les exportateurs de vin de Bordeaux en 2016, en hausse de 16% sur un an pour une valeur de 322 millions d'euros. Côté entreprise, Valeant Pharmaceutical chute à son plus bas niveau depuis mai 2009. L'investisseur William Ackman ayant annoncé lundi que son fonds spéculatif Pershing Square avait vendu la totalité de sa participation avec une perte se chiffrant en milliards de dollars. Tonix Pharmaceutical gagnait près de 8% dans les échanges en avant-bourse alors que la société de biotechnologie a annoncé avoir reçu un avis d'acceptation pour un nouveau brevet aux États-Unis. Et puis enfin, Air Méthode gagnait 3,1% après avoir accepté une offre de rachat du groupe de Capital Investment American Securities pour 43 $ par action, soit une prime de 4% par rapport à la cours de clôture d'hier. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, on retrouvait la plus forte hausse Western Union qui fait un beau rebond. Le spécialiste des paiements tente de se reprendre. Nike gagnait 1,7% et le titre est encore soutenu ce jour grâce à un relèvement de recommandation de Crédit Suisse. Quant aux baisses, vous voyez, c'est très simple. Southwestern Energy, Chesapeake Energy, Devon Energy, Transocean et Marathon Oil. Ce sont que des sociétés pétrolières qui pâtissent bien évidemment du retournement des cours du pétrole. Et puis, pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un biseau ascendant sur le titre Société Générale en données 4 heures. C'est un biseau que nous avions vu ensemble. Je vous en ai montré un sur BNP, je vous en ai montré un sur Société Générale.
hier et ce matin. Le but, c'était bien évidemment de vous dire que tant que les bancaires étaient dans des biseaux haussiers et qu'on restait dans les biseaux, la hausse pouvait perdurer, mais que si on sortait des biseaux par le bas, les bancaires pourraient corriger et ainsi faire baisser les indices. Et bien voilà, c'est ce qu'il se passe. On est monté à l'intérieur du biseau, on l'a cassé ce jour et les vendeurs ont donc la main sur les bancaires ainsi que sur les indices. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. On va regarder ensemble les indices, les matières premières, le Forex. Je lis les commentaires de chacun. Alors, Philippe me dit, le Parti libéral populaire et démocrate, le VVD du Premier ministre au pouvoir Mark Rutte en Hollande est au coude à coude dans les sondages avec le populiste Geert Wilder. Oui, Philippe, potentiellement, c'est un populiste qui peut gagner. C'est une tendance en ce moment au protectionnisme un peu partout en Europe, aux États-Unis. Néanmoins, en Hollande, il n'y a aucun parti qui ait une forte majorité. Ce sera forcément une grande coalition. Donc, c'est pas comme si on avait 50% des voix pour le populiste, loin de là. Donc on verra ça mercredi, jeudi, mais à mon avis, ça ne devrait pas changer grand-chose. Je lis des articles comme quoi il paraît que les investisseurs sont nerveux avant les élections hollandaises. Je ne sais pas si ces mêmes journalistes qui écrivent ce genre de choses regardent les indices, mais l'indice hollandais est sur ses plus hauts annuels. Donc du stress, il n'y en a pas. Sylvie me demande de parler du dollar, on va regarder ça. Philippe me dit il y a un blizzard à New York, il a été demandé aux traders de rester à la maison. Brigitte me demande de regarder le CAD yen, on va regarder ça. Et le CAD yen, vous vous doutez bien que puisque les indices baissent, le yen sera fermé, puisque le pétrole baisse, le CAD baisse. Donc à mon avis, la paire CAD yen, elle a dû se prendre une petite claque. Côté indice, donc on commence par le S&P 500. Vous voyez ce que je veux dire par les indices plient mais ne rompent pas. Pour l'instant, on a échoué dans le rebond et on revient vers les supports. Support intraday 2360, support journalier 2350. C'est la sortie de cette zone de congestion qui est d'importance. Ne soyons pas dans l'anticipation. Tous ceux qui ont anticipé des chutes fortes dans les différents mouvements baissiers récents du S&P 500 se sont pris une claque dans les séances qui ont suivi. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone de soutien des 2350 points, c'est haussier avec des risques haussiers. Si et seulement si on casse, là enfin on aurait quelque chose à se mettre sous la dent. Me concernant, comme je vous l'ai expliqué depuis mercredi dernier, depuis ce point haut ici, je constatais que les vendeurs prenaient la main, je constatais que les rebonds n'étaient pas très forts, contrairement aux indices européens, et donc je vous expliquais que je ne serais absolument pas étonné d'une consolidation du S&P 500. Je ne veux pas être dans l'anticipation, mais vous voyez bien qu'à court terme, les vendeurs tentent de prendre la main. Si on casse les supports, clairement, pour la première fois, on rentrerait dans un scénario correctif. Concernant le DAX, pour l'instant, ça reste haussier, n'allons pas trop vite en besogne, on est toujours dans le range, on est depuis 6 séances dans un range et ça tient pour le moment. Donc ne soyons pas dans l'anticipation, soyons dans la constatation. Concernant le CAC 40, c'est haussier, on a échoué sous résistance, donc on s'est naturellement replié ce jour. Si et seulement si le CAC 40 passe sous les 4930 points, là je commencerai à me poser des questions sur la hausse. Vous avez ici aussi une oblique qui passe, donc vous voyez, le CAC 40 peut très bien se replier vers 4930, voire 4900 points dans cette zone-là, avant d'éventuellement de continuer de grimper. Si et seulement si il casse les 4930, c'est une première alerte, et sous les 4900 points, là, on parlerait de correction de marché, mais ne soyons pas trop dans l'anticipation. On se méfie, on est prudent, parce que effectivement, il était clair que le CAC 40 n'avait pas de grande chance d'accélérer, de casser ses plus hauts quelques jours avant la Fed. On est prudent parce que je vous ai prévenu que sur le S&P 500, on avait des divergences baissières, on avait des indices qui croisaient, puis on avait un rebond qui n'était pas très fort. Donc voilà, ça nous a permis d'être prudents sur la hausse. Maintenant, pour la baisse, il faut attendre confirmation. Concernant les matières premières, les métaux se stabilisent. L'or et l'argent se stabilisent à plat sur les zones de prix qu'ils ont travaillé vendredi et lundi. L'or profite un petit peu, dirons-nous, de l'aversion au risque sur les indices pour pouvoir se stabiliser et tenir au-dessus des 1200 $ à 1205 $. Concernant le pétrole,
Ça continue de baisser, donc je vais vous tracer quelque chose d'assez bébête pour que tout le monde comprenne. Ça, c'est une tendance haussière dans laquelle on a été pendant plus d'un an. Cette tendance, elle est cassée. Voilà. On était dans une sorte de triangle là-haut, on l'a cassé. On était au-dessus des 50 $, on l'a cassé. On était au-dessus d'une oblique haussière de moyen terme, on l'a cassé. Les risques sont donc baissiers. Bravo pour vos réponses. Donc, je préfère cadrer le pétrole en me disant 50 est une résistance. Les plus hauts du jour, ici, à 48,50 sont une résistance. Et au fur et à mesure de la baisse, je continue d'abaisser mes résistances. Le support, il y en a un à 44, 80, 45 $. Ensuite, il y a 43 et ensuite, il y a 40 $. Si vous êtes extrêmement haussier sur le pétrole, j'aimerais bien que vous m'expliquiez fondamentalement quel est votre avis, parce que fondamentalement, je n'ai actuellement aucune chose qui pourrait me faire envisager la hausse. Quant à l'analyse technique, elle est clairement baissière à court terme. C'est un couteau qui tombe et j'insiste à ce point parce que je vois beaucoup de gens sur Twitter, dans les médias, parler du pétrole, dire qu'on va revenir sur des supports, qu'on est dans une tendance haussière, etc. Sauf que à court terme, ni les fondamentaux ni l'analyse technique ne laissent entendre pour l'instant un scénario haussier. Concernant le riz, donc on est sorti d'un range, on a cassé par le haut hier les 9,47 les plus hauts des 3-4 dernières semaines. Tant qu'on est au-dessus des 9,47, c'est positif. Aujourd'hui, on a fait une consolidation, un pullback. Tant qu'on reste au-dessus des 9,47, c'est aussi avec des risques haussiers. Si on réintègre les 9,47, le scénario haussier serait invalidé. Voilà, c'est à peu près tout sur les matières premières. Les autres ne m'intéressent guère. Concernant les paires de devises, on a toujours l'AUD NZD qui reste parfaitement orienté dans une tendance haussière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, un support à 1,0850. Concernant l'euro-dollar, comme je vous le disais, il est pour l'instant réactif sur la zone des 1,0620. C'était une résistance la semaine dernière, c'est un support théorique cette semaine, c'est un pivot pour la suite. Tant qu'on est au-dessus d'un 0,620, on peut rebondir. Si on passe dessous, là il en serait autrement. Concernant la livre, elle est baissière, elle tente de casser ses plus bas des dernières séances, mais parce que le dollar est sous pression, elle se stabilise. On n'est pas loin des plus bas. Va-t-on connaître un rebond de la livre ou plutôt une chute? Pour l'instant, c'est pas évident, c'est extrêmement baissier comme configuration. Si bien évidemment, à un moment donné, on a de l'actualité et puis qu'on a une cassure de résistance, alors on pourrait parler de prémisse de rebond. Mais en attendant, je préfère rester prudent, patient et pour l'instant baissier et factuel. Enfin, concernant le dollar, il est haussier à moyen terme. Et puis après, sur les dernières semaines, on avait vu qu'il avait grimpé tout le mois de février. Depuis le début du mois de mars, il se cherche. Suite au NFP de vendredi dernier, on a corrigé, puis on s'est stabilisé hier et on se reprend ce jour. Le dollar, là, est en situation d'attente. Il a une zone de soutien dans la zone des 101, il a un gros seuil psychologique à 100, il a une résistance à 102,20 et on a rendez-vous avec la Fed mercredi. Et on verra si la Fed monte les taux ou pas, si elle relève ses estimations de hausse de taux ou pas, et ce que ça a à ce moment-là comme implication sur le dollar américain qui théoriquement pourrait être soutenu par cette décision éventuelle de la Fed de monter ses taux. Mais vous l'aurez remarqué, parfois on a des bons chiffres et malgré tout des prises de bénéfices sur le dollar, donc la situation n'est pas non plus très claire. Ensuite, on va regarder le CAD Yen. Le CAD Yen. Donc le CAD Yen est, je vous le rappelle, dans une tendance baissière depuis 3 mois, 3-4 mois. Donc le point positif, dirons-nous, c'est qu'on tient les 84,80, le double bottom, le double creux qu'on a fait ces derniers jours. On a tenté de repartir à la hausse, mais vous voyez, avec la faiblesse du CAD et la faiblesse et la force du yen, ce jour, on consolide. Si les indices devaient tenir et repartir à la hausse, l'USD yen, les paires en yen pourraient tenter de rebondir et le CAD yen pourrait être aidé. Mais si les indices continuaient de baisser et ou que le pétrole continuait de baisser, qu'on passe sous les 84,80, ça dégraderait clairement la situation. Donc pour l'instant, on a eu une hausse précédemment, une consolidation dans une tendance baissière à légère pente. On est dans un range de court terme
Et donc vous voyez, c'est la sortie de ce range-là qui compte, ce range des dernières séances. Et ce sera fonction du pétrole et des indices. Difficile de vous en dire plus et ou d'essayer d'anticiper cela. Alors, Sylvie me dit, j'adore comment vous prévenez sur le pétrole, merci de dire les choses avec franchise. Bah, vous savez, je suis pas toujours là pour... je suis pas là pour vous donner des conseils. Je suis là pour vous parler de certains scénarios qui pourraient être intéressants, des configurations graphiques que j'ai déjà vues dans ma carrière. Sur le pétrole, ce que je trouve intéressant, c'est de vous dire ce que je lis et ce que je vois. Je connais beaucoup de traders, j'ai encore eu un trader au téléphone cet après-midi qui me dit tu penses quoi du pétrole? Et je lui disais bah voilà, le pétrole c'est un couteau qui tombe des plus bas et des plus hauts, de plus en plus bas tous les jours. En l'absence d'une belle réaction, d'une news de stock fortement en baisse ou de choses comme ça, c'est moche. Et donc je sais que en lisant Twitter, en lisant des articles, en ayant des contacts avec des gérants, bah, je sais que les gens regardent en ce moment s'ils peuvent acheter du pétrole sur repli. Et en tant qu'analyste graphique, bah moi je suis là pour vous dire qu'il n'y a pour l'instant en l'état aucune réaction, aucun chandelier de retournement qui permettrait d'envisager un rebond. Donc sur Sylvie, vous me dites c'est un drapeau sur le CAD-Yen. C'est un drapeau potentiel à moyen terme si on tient les supports. Le problème, vous voyez, c'est que pour être tout à fait franc avec vous sur le CAD-Yen, le problème c'est que c'est une paire sur laquelle, même si on est dans un drapeau, bah vous voyez, on pourrait très bien aller faire de nouveau un test ici de la borne basse avant d'éventuellement repartir à la hausse. Donc c'est ça qui est compliqué avec cette paire-là, c'est que même si elle devait monter, elle passerait peut-être par une phase baissière avant la montée. Quant à la montée, elle n'est vraiment pas certaine. Parce que à long terme, ça reste une paire baissière. À moyen terme, on voit ici le superbe échec sur les 88. Et donc, il n'est pas dit qu'on sorte par le haut de ce drapeau. Ça peut être un canal de consolidation avant une éventuelle accélération baissière également. Donc, prudence tout de même. Alors, Sylvie et Brigitte qui sont sur le CAD-Yen. Brigitte dit stop pour moi la CAD-Yen, dites-le à Sylvie. vous passez des messages dans l'émission. Eh bien écoutez, c'est parfait mesdames, en tous les cas très content d'avoir des représentantes de la jante féminine dans nos émissions. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une bonne soirée et j'espère vous retrouver demain matin 10h pour la matinale. Au revoir à tous.